Christophe Dard, vous êtes toujours avec nous comme tous les matins. Un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France que vous nous présentez et nous poursuivons notre portrait consacré à l'écrivain Marcel Proust. Alors lors du précédent épisode, nous avons évoqué sa jeunesse. Nous allons maintenant parler de sa carrière d'écrivain qui débute, Christophe, en 1896 par la publication de son premier ouvrage, Les plaisirs et les jours. Marcel Proust a alors 25 ans et il est encore inconnu sauf dans les salons littéraires parisiens. C'est un recueil de poèmes en prose, portraits, nouvelles avec des illustrations de Madeleine Lemaire, peintre alors en vogue, et une préface d'Anatole France, écrivain, critique littéraire renommé, élu cette même année à l'Académie française, homme engagé et qui sera l'un des partisans d'Alfred Dreyfus une fois que Zola aura publié son J'accuse en 1898. Les plaisirs et les jours s'inspirent fortement du décadentisme. C'est l'un des courants littéraires et artistiques à la mode à la fin du 19e siècle, caractérisé par une langueur mélancolique dans ses portraits, dans sa manière d'écrire. Proust apparaît bien comme l'écrivain mondain. Beaucoup d'ailleurs verront dans Les plaisirs et les jours une ébauche de ce que sera À la recherche du temps perdu quelques années plus tard. Marcel Proust livre dans ce premier ouvrage en fait quelques aphorismes comme par exemple « Les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain ». Ou bien encore, je cite, « L'ambition enivre plus que la gloire, le désir fleurit, la possession flétrit en toute chose, il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vie ce soit encore la rêver, mais moins mystérieusement et moins clairement à la fois d'un rêve obscur et lourd, semblable au rêve éparse dans la faible conscience des bêtes qui ruminent. » Lors de sa parution, Les plaisirs et les jours ne trouvent pas vraiment son public. L'ouvrage est même critiqué dans la presse, notamment par un écrivain, Jean Lorrain, dont les mots sont si durs à l'égard des plaisirs et des jours que Marcel Proust va le provoquer en duel au pistolet, heureusement sans faire de blessés. Le jeune écrivain peut quand même compter sur le soutien de ses amis. Et oui, l'art du duel au revolver qui était encore très à la mode. Avant, c'était à l'épée. Et parmi les personnes qui le soutiennent, il y a ce jeune magistrat à la Cour des comptes, dont je vous ai déjà parlé, un certain Léon Blum, qui n'a pas encore débuté sa future carrière politique, je le cite. Nouvelle mondaine, histoire tendre vers mélodique, fragment où la précision du trait s'atténue dans la grâce molle de la phrase. Monsieur Proust a réuni tous les genres et tous les charmes. Aussi, les belles dames et les jeunes gens liront avec un plaisir ému un si beau livre. Voilà donc une jolie critique de la part de Léon Blum. En fait, dès cette époque, finalement, on retrouve déjà l'opposition entre ceux qui aiment le style de Proust et puis ceux qui lui reprochent son snobisme. Un faux procès, selon Jean-Paul Antoven, auteur en 2013 avec son fils Raphaël, d'un dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Quand les gens disent que le Proust est un roman de snob, c'est absurde parce que, comme Raphaël me le faisait remarquer il n'y a pas longtemps, il y a tellement de snobisme chez Proust, il y a autant de snobisme dans l'aristocratie que dans les cuisines, entre les laquais, les gouvernantes, etc. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que les gens se souviennent de certains mots. Par exemple, Cattleya, ils se souviennent de ça. Faire Cattleya. Faire Cattleya. Si on leur demande vraiment 9 fois sur 10, ils vous répondront, quand ils sont un peu ignorants, faut reconnaître, que c'est une position du Kama Sutra, mais c'est peut-être devenu vrai. C'est peut-être devenu vrai d'ailleurs. Qui sait. Mais disons que le Cattleya est une variante d'orchidée. L'orchidée qui a un statut très particulier. Il y a la fleur catholique qui est l'aubépine, virginale, pure, et le Cattleya, c'est-à-dire l'orchidée, dont le nom même est très sexuel, puisque ça vient de orchis, etc. Bon, bref. Et la fleur vénéneuse des cocottes, des mondains, des impurs. L'éditeur et écrivain Jean-Paul Antoven, donc en 2013 sur France Culture, Marcel Proust, effectivement, qui adorait les fleurs. S'amuse bien sur France Culture. Marcel Proust, déçu par l'échec des plaisirs et des jours, poursuit son existence de mondain qui vit en dilettante et ne travaille pas entre des séjours en Normandie, dans des villes d'eau et dans des lieux de villégiature chic de la région parisienne. Il est l'un des convives les plus réguliers des salons et des dîners fréquentés par les grands bourgeois, également les aristocrates comme la princesse de Wagram, née Berthe de Rothschild. C'est là qu'il fait la rencontre donc d'hommes qui deviendront des amis et parfois même des amants. Et l'un d'eux, c'est un homme de 3 ans, son cadet Reynaldo Hahn, né d'une mère vénézuélienne d'origine hollandaise et d'un père allemand venu de Hambourg d'origine juive. Hahn, c'est un compositeur, chef d'orchestre, chanteur, critique musical auquel Proust dédicace des textes. Et puis oui, tous ces déplacements, ces rencontres, cette ambiance des salons nourrit la féconde inspiration de Marcel Proust. Les plaisirs et les jours ainsi ne sont pas encore parus, qu'il écrit Jean Santeuil, roman qui relate la vie d'un jeune homme épris de littérature dans le Paris mondain de la fin du 19e siècle. Bon, comprenez Marcel Proust lui-même. Mais dans Jean Santeuil, Proust ne livre pas uniquement une autobiographie d'un homme détaché de la société et de l'actualité de son temps.
Ainsi, une dizaine d'épisodes du roman reviennent notamment sur l'affaire Dreyfus. Proust milite pour la révision du procès, recueillant avec ses anciens condisciples du lycée Condorcet des signatures pour une pétition. Le fameux arrêt du Conseil de Rennes en septembre 1899 qui maintient la reconnaissance de la culpabilité de Dreyfus avant la grâce présidentielle, va l'indigner. Il va s'acharner à défendre auprès de ses relations anti-dreyfusardes l'innocence que l'on accuse injustement. Et d'ailleurs, au sein de la famille Proust, on retrouvera cette même division que dans la société française à l'époque entre pro et anti-Dreyfus. Ainsi, le père de Marcel, Adrien Proust, ne parlera plus à son fils lorsqu'il va apprendre qu'il a signé une pétition qui donc a suivi le texte de Zola dans l'Aurore en 1898. En 1919, Marcel Proust écrira « Je crois bien avoir été le premier Dreyfusard ». Proust laissera Jean Santeuil inachevé et il se tourne vers l'œuvre d'un écrivain et critique d'art anglais, John Ruskin. Intellectuel engagé dans le courant socialiste, Ruskin est considéré comme le prophète de Proust parce qu'il avait une approche presque religieuse de l'art, une conception qui va profondément marquer l'écrivain. Ruskin meurt en 1900, Proust décide de le traduire et part sur ses traces en France, en Belgique, en Hollande, en Italie, à Venise et à Padoue. Et d'ailleurs, Proust en racontera l'épisode dans Albertine disparue, le 6e tome d'À la recherche, paru en 1925 à titre posthume. Et puis, Proust aussi écrit au moins, paraît-il, 30 000 lettres pendant ces années. D'ailleurs, certaines sont régulièrement mises aux enchères avec des sommes assez vertigineuses. Auteur prolifique, donc, alors qu'il n'a pas encore commencé la rédaction de À la recherche du temps perdu. Alors, sur le plan personnel, dans cette première moitié des années 1900, Proust est un homme fragile. On le rappelle, il souffre d'asthme. Il est torturé également par son homosexualité et il perd ses parents également à moins de 2 ans d'intervalle. Son père meurt en 1903, sa mère 2 ans plus tard. Pour l'écrivain, c'est une véritable déchirure car il y avait vraiment un rapport particulier avec sa mère. C'est elle qui lui a donné le goût de la lecture. C'est elle à qui il a confié ses projets d'articles dans divers journaux et c'est encore elle qui l'a aidé à traduire l'œuvre de John Ruskin. Et d'ailleurs, Proust confiera à Maurice Barrès, écrivain qui, faut le rappeler, est antisémite et anti-Dreyfusard et sur lequel d'ailleurs on reviendra car Marcel Proust avait quand même des fréquentations assez nombreuses chez les antisémites et quand même un rapport particulier à la judaïté. Je pense que ça fera l'objet d'un volet, d'une chronique à part. Donc je cite les confidences de Marcel Proust à Maurice Barrès à la mort de sa mère. Toute notre vie n'aura été qu'un entraînement. Elle a me passé d'elle pour le jour où elle me quitterait et moi de mon côté je lui persuadais que je pouvais très bien me passer d'elle. Bon, en fait, Proust est totalement déboussolé. Il fait un séjour à Billancourt dans un sanatorium et c'est là du coup qu'il va commencer à adopter ce mode de vie de reclusion, d'écart de la société. Il dort le jour, il ne sort rarement que la nuit tombée, dîne souvent au Ritz, seul ou avec des amis. Le reste du temps, la nuit, il travaille. C'est donc son nouveau mode de vie qui sera le sien jusqu'au bout. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ce numéro consacré donc à Marcel Proust, à sa vie et son œuvre avant le début de la rédaction de À la recherche du temps perdu et dont nous parlerons justement au prochain épisode puisque Marcel Proust a eu quand même une vie assez extraordinaire. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve évidemment pour l'histoire des Juifs de France dès demain et au quotidien toutes nos chroniques en podcast sur notre site internet radioj.fr. Restez avec nous, nous sommes ensemble comme tous les matins jusqu'à 9h sur Radio J.